bonjour à tous et merci à tous d'être ici. Nous avons dû interrompre la journée nationale depuis maintenant un bon moment, depuis 3 ans. Et les conditions sanitaires nous permettant de les reprendre, on est ravis de vous accueillir tous ici. Ceci dit, le Covid n'est pas parti, on sait que ça reprend, donc j'invite tous ceux qui le souhaitent à porter un masque. Pour ceux qui n'en ont pas et qui en voudraient, il y en a quelques-uns qui sont sur les tables de l'accueil. Donc n'hésitez pas à entrer. Le temps va encore nous être compté. On a décidé depuis quelque temps de ne plus faire l'Assemblée générale et la journée nationale à la même journée, de façon à avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir échanger aussi bien à l'Assemblée générale qu'à la journée nationale. Ceci dit, le temps va être compté, la journée est assez chargée. Donc, on va vous demander de respecter les timings de façon à ce que ça n'empiète pas trop sur les échanges que vous pourriez avoir avec les parents et avec donc, tous les intervenants de cette journée. Je vais maintenant laisser la place à François. Donc, François qui est un des instigateurs de cette journée. Que je remercie bien avec Marie-Odile pour tout le boulot qu'ils ont fait pour aujourd'hui et qui va nous présenter ce thème aujourd'hui et notre avis. Alors. Bonjour à tout le monde et merci Agnès. Alors, je voudrais d'abord, en commençant, remercier Denis Pichetot pour avoir accepté de venir introduire cette journée et de nous consacrer un peu de son temps dans un planning de conseiller d'État que je pense assez chargé. Voilà. Donc, quelques mots pour présenter Denis Pichetot. C'est le premier directeur de la Caisse de solidarité pour l'autonomie en 2005. Alors, la Caisse de la solidarité pour l'autonomie contribue au financement des SMS. C'est un acteur majeur dans le champ du handicap. C'est également l'auteur ou le co-auteur de plusieurs rapports. Alors, le premier que je vais citer, c'est le rapport Zéro sans solution en juin 2014. Et en général, les gens ne regardent pas le sous-titre, et le sous-titre est intéressant. Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture. Donc, c'est un rapport qui a quand même changé énormément la pratique, qui a lancé de nombreuses transformations dans le champ du médico-social, avec en particulier la réponse accompagnée pour tous, qui a modifié le positionnement et le fonctionnement de beaucoup d'acteurs institutionnels dans le champ du médico-social. Un deuxième rapport, dont le titre aussi est très, très parlant. Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous. Un rapport en juin 2020 qui concerne l'habitat partagé et inséré dans la vie locale, API, et en fait qui jette les pistes de travail et les axes pour une stratégie nationale de déploiement de l'habitat inclusif. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est effectivement une piste que l'on voudrait travailler et explorer. Et le dernier rapport, Experts ensemble pour une société qui change, qui est sorti en février 2022. Et c'est un rapport qui trace des pistes importantes sur l'évolution du travail social dans le champ du handicap, lorsqu'on veut véritablement prendre en compte le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap. Donc c'est un rapport très très riche et je vous invite à le lire. Alors, ce qu'il y a de commun, si vous voulez, dans tous ces rapports, c'est qu'il nous amène à repenser notre rapport aux situations de handicap et à donner toute sa place dans nos pratiques et dans les politiques publiques à la personne. Et donc, en fait, ça nous pousse à nous mettre en mouvement pour bouleverser nos organisations, pour repenser nos pratiques et nos visions. Et à travers ces différents rapports, il y a une exigence absolue, l'écoute et la participation de la personne que l'on accompagne. Et c'est bien le thème de la journée. Et mon avis alors. Denis? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à François de ces mots d'introduction très aimables et merci à lui de rester à côté de moi parce que voilà, nous avons une proximité de travail qui remonte précisément aux années, il y a maintenant presque 10 ans, aux années du premier rapport. Je crois que c'est dans ce cadre-là, lorsque en 2014, une petite équipe s'était constituée pour réfléchir à l'organisation de l'offre
en matière médico-sociale que nous nous étions rencontrés, si ma mémoire est bonne, cher François. Merci donc aussi à l'association de m'inviter. Je parle de 2014, ça va être un propos introductif, hein, c'est pas une conférence, je vous rassure. Je reviens à 2014 parce que en 2014, vous vous en souvenez, c'est grâce à Amélie, Amélie atteinte du syndrome de Prader-Willi, et que tous les établissements institutionnels refusaient, qu'une prise de conscience s'est faite de ce que notre politique publique, qui consistait à ne penser les réponses qu'en termes de place en institution, était dans une impasse. Et c'est parce que le besoin d'Amélie, de sa famille, mettait sous tension, je dirais, poussait jusque dans ses retranchements une approche institutionnelle qui était trop exclusivement fondée sur la place d'hébergement. Et alors pourtant que l'admission d'Amélie dans une place en établissement spécialisé semblait, dans son cas particulier, une réponse adaptée. D'ailleurs, au moins dans l'immédiat, c'est la réponse qui a été apportée à l'époque. Mais son besoin d'établissement posait frontalement la question du manque de place en établissement. Et donc il a fallu faire un pas de côté pour comprendre que, en posant comme ça la question, on la posait mal. Et donc je trouve très significatif que ce soit aujourd'hui votre association, Prader-Willi France, qui pose la question de l'autodétermination, du pouvoir d'agir des enfants, des adolescents, des adultes qui sont atteints du syndrome de Prader-Willi, alors pourtant que le syndrome de Prader-Willi peut apparaître au premier regard comme impliquant, comment dire, un accompagnement très directif, une forte supervision, en raison notamment des troubles du comportement alimentaire. Mais là encore, précisément, c'est parce que la question est posée par ce syndrome de manière frontale, parce que la difficulté centrale de l'autodétermination, de la liberté de choix n'est pas esquivée, que, je crois, vous tenez les clés de la juste manière de poser le problème en le poussant dans ses retranchements. Alors, la définition simple, ordinaire, état, de l'autodétermination, pouvoir d'agir, empowerment, bon, moi je vais vous livrer ma définition portative, c'est-à-dire celle que j'emploie quand j'en parle autour de moi, des gens non avertis, qui me demandent simplement de comprendre en peu de mots ce que c'est. Eh bien, c'est l'affirmation d'ailleurs qui est très bien traduite par l'accroche de la journée, je ne sais pas si elle est encore dans mon dos, et mon avis alors, chaque personne, vous, moi, tout le monde, donc chaque personne a le droit d'être reconnue comme libre de décider ce qui est bon pour elle. Même lorsque son pouvoir de décision est altéré par un trouble psychique cognitif. Alors, dans ce cas, lorsque le pouvoir de décision est altéré, il n'y a pas de naïveté possible. Bon, on est bien obligé de constater que la liberté de décider, elle est brouillée, elle est faussée, elle est confuse. Que l'expression de cette liberté doit être secourue, doit être accompagnée. Mais le manque d'autonomie décisionnelle, ça c'est de l'ordre du constat. Sur le plan des principes, la liberté de la personne de décider elle-même de ce qui est bon pour elle, elle est fondamentale. Elle est inviolable. Parce que c'est la liberté qui, vous, moi, tout le monde, nous constitue comme personne. Comme une personne dans notre propre regard, dans le regard que nous portons sur nous-mêmes et dans le regard que les autres portent sur nous. Alors, je veux vraiment qu'on se comprenne bien. J'ai eu de jeunes enfants, je sais très bien qu'ils étaient incapables, quand ils étaient petits, de décider eux-mêmes de tout ce qui était bon pour eux. Mais je crois que j'aurais jamais, même à l'époque, défini mon rôle de parent comme étant de penser et d'agir à leur place. J'aurais plutôt essayé de dire, en évitant les grands mots, mais que mes interventions, mes interdits étaient là pour leur permettre d'aller progressivement vers cette capacité à décider eux-mêmes.
Et j'ajoute, puisque nous sommes dans un petit cercle, que j'ai aujourd'hui un de mes enfants qui a 37 ans, qui n'est toujours pas capable d'exercer complètement cette liberté qui le constitue comme une personne, que j'ai toutes les raisons de penser qu'il sera assez durablement, voire toujours ainsi, il en sera toujours ainsi sur un bon nombre de ses actes, mais que mon attitude intérieure continue, pour lui, d'être la même. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette question de l'autodétermination, c'est de reconnaître qu'un enfant, un adulte en situation de handicap a en partage la même liberté fondamentale que n'importe quel autre enfant, n'importe quel autre adulte, de décider ce qui est bon pour soi, même si le chemin pour lui permettre la pleine expression de cette liberté sera, sur certains points, semé de gros obstacles qu'il ne pourra peut-être jamais surmonter tout seul, sans être aidé. Alors, je me souviens d'une personne qui m'avait dit ce que vous pensez peut-être certains d'entre vous, un jour que je lui tenais un discours un peu de ce genre-là, que c'était un tour de passe-passe. Bon. Et il me disait, tu ferais mieux, on se connaissait assez, il me tutoyait, tu ferais mieux d'assumer franchement des besoins un peu triviaux de surveillance, de poser tout de suite, du coup, la question des moyens de soulager l'entourage familial, l'entourage professionnel de ses besoins de surveillance. Là, tu fais un grand détour, un peu inutile, par le grand principe de liberté de choix. Et ensuite, tu vas l'écraser en douce, parce que tu admets que lorsque les personnes n'ont pas le discernement nécessaire, il va falloir accompagner la liberté. Et vous allez assez loin, on se connaissait, il me mettait au pied du mur, il me disait, écoutez, bah, ce que je comprends, c'est que ou bien tu laisses authentiquement la personne autodéterminée, et il y a des cas où elle va se mettre en danger, ou bien tu veux lui éviter ce danger, et il y a des cas où tu vas décider à sa place, en expliquant de manière un peu hypocrite que tu accompagnes son autodétermination. J'avais beaucoup de choses à répondre à cette personne, beaucoup de choses, pour essayer de lui faire comprendre que décider à la place de quelqu'un et accompagner quelqu'un dans son droit de décider, ce sont des choses profondément différentes. J'aurais pu faire appel à de l'expérience vécue, d'autres domaines que le handicap. Par exemple, lorsqu'une personne qui m'est très chère, et je pense que je vais faire écho là à des expériences qui sont aussi les vôtres, a connu à la fin de sa vie un profond dérèglement de ses fonctions cognitives. Et que j'ai compris à quel point il devenait tout simplement vital pour moi de croire à ce droit fondamental de choisir au moment précisément où son expression devenait fuyante, si je voulais être dans la bonne attitude intérieure pour pouvoir saisir tous les espaces par lesquels cette personne pouvait décider encore. Ou autre exemple, tout simplement, lorsque je me confronte au choix un peu déstabilisant que me proposent des personnes handicapées mentales que je côtoie ou avec lesquelles je vis. Et que je comprends que les oui ou les non que je formule en réponse à leurs propositions ne sont que très rarement commandés par l'absolue nécessité d'éviter un danger, mais sont la plupart du temps le résultat d'une alchimie qui mélange confusément le respect de leur droit de choisir, mais aussi l'expression de mes propres craintes, ou le respect des convenances sociales, ou d'idées que je m'en fais, ou tout simplement mon envie que les choses se fassent autrement, plus vite, à mon rythme, etc. Donc j'aurais pu lui répondre tout ça. J'aurais pu lui répondre d'autres choses encore. Il fallait que je fasse le tri. Et donc, ce que je lui ai répondu, parce que je voulais pas le fatiguer, je voulais pas être trop long, c'est comme ce matin, je vais pas être trop long. J'ai répondu une seule chose. Une seule. Je lui ai dit, ne trompe pas de combat. Il faut pas se tromper de cible. Reconnaître ce droit de décider soi-même ce qui est bon pour soi comme un inconditionnel, constitutif de toute personne, même lorsque ce droit doit être ensuite épaulé, soutenu, accompagné, le cas échéant recadré. C'est pas un combat facile, mais c'est le bon combat. C'est le bon combat.
Parce que c'est celui qui met l'entourage, la personne elle-même d'abord, mais tout son entourage, la famille, le professionnel, l'équipe professionnelle, non pas face à la personne, face à elle, dans une espèce de tête-à-tête de prise en charge que la société lui délègue à la famille, délègue à l'entourage professionnel et dont la société se désintéresse, mais dans un côte à côte. Dans un côte à côte. Aux côtés de l'enfant ou de l'adulte qu'on accompagne. Dans le même combat que lui, au fond. Hein, en prenant son parti, en quelque sorte, mais en l'aidant. Hein, en l'aidant face à une société qui n'accueille pas cette liberté qui est la sienne. Une société qui trouve beaucoup plus commode de considérer que certains citoyens sont trop différents pour ne pas être mis à part. Et qui pense que la solidarité à leur égard, ça consiste seulement à dégager des moyens pour permettre que les familles ou des spécialistes puissent s'en occuper. Et en se désintéressant pas mal de ce que les personnes elles-mêmes en pensent. Donc c'est cette société, ce fonctionnement social plutôt, parce que la société, c'est ce fonctionnement social que l'affirmation de l'autodétermination va interpeller. C'est ce fonctionnement social que la liberté de choix des enfants et des adultes en situation de handicap de nos familles ou de nos structures interpelle. Avec leurs comportements problèmes, avec leurs addictions, avec leurs retards cognitifs, c'est entendu. Avec leurs troubles psychiques, c'est entendu. Qui sont autant d'obstacles à une vie sociale ordinaire, c'est entendu. Mais qui n'ont aucune raison de faire d'eux des parias. Bref, l'autodétermination, ça ne supprime pas le besoin d'accompagnement, ça l'oriente autrement. Ça l'oriente autrement. Ça le met au service, je me répète, d'une interpellation conjointe venant des jeunes, des adultes, en situation de handicap, et de leurs entourages familiaux, professionnels, à l'égard de la société. Bon, alors, okay, vous allez me dire, agir sur la société pour la rendre accessible, voire même bienveillante, c'est très gentil, mais ça fait un peu propos de tribune, utopie de vieillard. Pas exactement. C'est, je me répète, le choix du bon combat. Parce que l'irruption du handicap dans une vie, ou je dis handicap, mais parce que voilà, comme ce matin dans un cercle qui m'y conduit, mais je pourrais dire l'irruption de la dépendance dans le grand âge, n'importe quelle vulnérabilité en cours d'existence, c'est forcément, inévitablement, annonciateur d'un ou plutôt de plusieurs combats. Bon gré, mal gré. D'ailleurs, autant que possible à plusieurs, en association. On n'échappe pas à devoir mener des batailles dont d'autres qui ont plus de chances de faire l'économie. Le combat, on n'y échappe pas. Alors, pardon de ces métaphores guerrières, hein, c'est peut-être un peu le contexte, je ne sais pas. Mais la question, c'est de savoir quelle bataille on mène. Quelle bataille? Pour les associations de personnes, pour les familles, c'est quoi notre plaidoyer? Pour les professionnels du travail social, puisque c'est l'objet de mon dernier rapport, comme l'a rappelé François, quels moyens on va réclamer? À qui? Pourquoi faire? Est-ce qu'on veut, c'est la première voie classique, celle qu'on a essentiellement suivie jusqu'à aujourd'hui, obtenir seulement de la société les moyens de bien s'occuper à sa place de toutes celles et ceux dont elle ne veut pas, enfin en tout cas de celles et ceux dont elle se passe très bien? Ou bien est-ce qu'on veut aussi obtenir d'elle toutes ces transformations, même lentes, même trop lentes, même prudentes et trop prudentes dans les débuts, mais qui sont indispensables pour donner du pouvoir d'agir à tous, même aux plus fragiles. Toutes ces transformations d'accessibilité, mais pensons-les, hein, scolaires, universitaires, dans les services publics, dans les milieux sportifs, dans les équipements culturels, dans les commerces, dans les transports, dans le logement, dans la santé. Toutes ces manières pour la société de prendre sa part, de corriger les lacunes qui sont les siennes pour faire sa place à tous. Et donc, retenez vraiment ceci ce matin. S'il le faut d'ailleurs, ne retenez que ceci, ce propos introductif. Prendre le parti de l'autodétermination. Ça ne consiste pas
à créer un choc entre la personne handicapée et son entourage proche. C'est pas là que se joue la transformation. Ça consiste à créer un choc sur la société. Ça consiste à mettre l'accessibilité au cœur de nos combats. Et je termine en disant que ça met l'accessibilité au cœur de nos combats. Ça met aussi l'accessibilité au cœur de notre fierté et de notre expertise. Parce que chaque fois que quelque chose bouge, et des choses commencent à bouger, chaque fois qu'une autorité, un employeur, un responsable culturel, sportif, etc., veut bouger, en général, il ne sait pas comment faire. La transformation, j'ai bientôt fini. La transformation, elle a besoin d'experts. Il a besoin d'experts. Et les experts, même s'ils me trouvent ennuyeux, ils sont ici. Non, mais les experts, ils sont ici. Ce sont les personnes elles-mêmes, ce sont leurs proches. Voilà, c'est vous. Il va pouvoir parler bientôt. Je lui laisse le tribune. Voilà. Les experts, ce sont les personnes elles-mêmes. C'est eux qui sont les experts des situations de handicap lorsqu'on veut les accueillir dans la société ordinaire. Et vous en avez des exemples tous les jours. Hein. Et pardon d'avoir été 10 secondes trop long, mais c'était vraiment 10 secondes. Voilà. L'autodétermination, si on y croit, c'est ce qui est interdit au champ médico-social de se fermer sur lui-même. Quelquefois, je dis, François m'a déjà entendu le dire, c'est ce qui fait que le champ médico-social, il est en réalité, en profondeur, s'il croit à l'autodétermination médico-sociétale. Je vous remercie.